Bonjour à tous et bienvenue aux experts, comme tous les week-ends. Pendant 1 heure, nous allons revenir sur l'actualité de la semaine. Alors une semaine de deuil pour le 22 mars, pour l'économie bruxelloise et pour Prince. Alors aux côtés de 2 invités politiques qui vont nous rejoindre dans un instant, nous avons 4 chroniqueurs qui vont décortiquer l'actualité. Et on commence tout de suite par celui qui écrit des sketchs et des chroniques poivrées, Marcel Sel, bonjour. Bonjour. Il est blogueur pointé vers le futur de Bruxelles, c'est Yvan Vandenberg, bonjour. Oui, bonjour. Lui, il traite l'information régionale dans un journal gratuit Métro, bonjour. Bonjour. C'est Nicolas Mézy. Et enfin, Christophe Ginisti, bonjour, il est notre expert en com. Bonjour. Alors, notre premier sujet, c'est un peu comme par miracle. 1 mois après les attentats, on annonce la réouverture de la gare de l'aéroport ce vendredi, la station Malbec, ce sera lundi. Et nous avons posé la question dans l'interview de vendredi à Didier Gauzoin, est-ce qu'il y a un retour à la normale à Bruxelles? Voici sa réponse. Ça, c'est la première mesure qu'il faut réclamer, c'est le retour à la normale. Et le retour à la normale, c'est évidemment une ouverture totale du métro, toutes les stations d'une part, mais durant un horaire qui va depuis début du matin, 4h30, 5h, jusqu'à minuit et demi, 1h, parce que ça, c'est un soutien direct à l'économie. Actuellement, c'est limité à 22h. C'est limité à 22h, donc ça pâtit pour les restaurants, pour les cinémas, pour les théâtres. On ne va plus au centre-ville puisque, en tout cas ceux qui se déplacent en métro, ils sont très nombreux, ne peuvent plus participer à la vie sociale et culturelle de Bruxelles. Il est donc essentiel que le gouvernement fédéral nous autorise à ouvrir pleinement le métro bruxellois. Alors, Marcel Sel, vous, comment vous avez vécu ce mois-ci? En fait, je l'ai trouvé très bizarre, frustrant. Je trouve qu'on a, et bon, c'est un sentiment qu'un certain nombre de personnes à qui j'ai pu en parler, on partage, on n'a pas eu le temps de faire un deuil. Il n'y a aucun moment où on a eu, où l'ensemble de la société s'est retrouvé. Déjà, pour les premières minutes de silence, la Flandre, Geert Bourgeois a voulu faire un truc à part, ce qui a été d'ailleurs critiqué en Flandre aussi. Mmh. Puis on a eu le mémorial où les gens spontanément ont fait quelque chose parce qu'on n'avait pas l'impression que la société, ou en tout cas l'autorité, lançait un grand mouvement où on pouvait se retrouver, comme ça s'est passé en France, où François Hollande a réuni le Congrès, c'est-à-dire tous les parlementaires, sénateurs et députés, ensemble, et il y a eu un élan de solidarité ensemble. On n'a pas eu ça à Bruxelles. Puis il y a eu, effectivement, les hooligans, puis il y a chaque fois eu quelque chose, il y a chaque fois eu un événement ou une critique ou une attaque d'un banc politique vers l'autre ou d'une communauté vers l'autre sans arrêt. Et j'ai l'impression qu'on nous a quelque part volé la possibilité de faire un deuil, mais c'est-à-dire de se retrouver ensemble après des événements qui nous touchent tous, en fait. Et vous, Yvan Vandenberg? Mais moi, par certains côtés, c'est comme si c'était hier, donc je ne vois pas qu'il y a déjà 1 mois. Et je dirais, par rapport à la question du deuil, moi j'ai été extrêmement touché par la marche qui s'est terminée à la place Fontenas, où on était ensemble, il y avait des gens vraiment de toutes les couleurs. Alors on a beaucoup parlé du fait qu'il n'y en avait pas 15 000, mais 7 000. Je ne sais pas qui savait qu'il allait en avoir 15 000, mais les 7 000 qui étaient là, ils savaient pourquoi ils y étaient. C'était, je trouvais, extrêmement touchant. Il y avait un vrai « nous ». Qui est exprimé. Et je dirais, après ça, quand j'ai entendu Jan Bon nous parler de reconquérir les cœurs, c'est bien de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas comment lui va s'y prendre pour faire ça, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Et j'avais l'impression que ça s'est quelque peu amorcé. Je voudrais encore dire juste une chose à ce sujet-là. Les représentants de toutes les religions étaient là, sur la scène. Et j'ai voulu prendre le micro pour dire qu'il va falloir un jour arrêter de tuer au nom de la religion, de toutes les religions. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste un truc. Par rapport à la marche, il y a eu des tas d'organisations qui ont boycotté justement cette marche. Donc, il y a jamais... Donc, c'était pas fédérateur. Oui, ça l'était pour toute une partie, pour tous ceux qui voulaient bien. Mais voilà, on n'arrive plus à se rassembler vraiment tous. Voilà. Nicolas Nézy. Oui, comme quoi, en tant que journaliste, on n'est pas des devins. Un Métro n'avait titré le lendemain des attentats « L'union fera la force ». Finalement, elle n'était pas là, l'union, et on sent qu'on est quand même encore fort affaibli, que toutes les blessures n'ont pas été pansées.
blessures physiques, parce qu'on pense évidemment encore aux victimes qui sont dans les hôpitaux, et même pas, qui sont rentrées peut-être chez elles, mais qui souffrent encore. Blessures politiques également, elles n'ont pas traîné, même si c'est généralement, on voit seulement après les conséquences de ce genre de choses. Moi, personnellement, je me rappelle en tout cas de ce mois difficile, notamment dans les transports en commun. Je me vois reprendre le métro quasi quelques jours après et de voir le calme qui règne dans ce métro qui d'habitude le matin est en pleine effervescence, et je crois qu'il y a eu beaucoup de réticence aussi des gens de les prendre. Au niveau politique, je dirais simplement je crois quand même un petit peu appris de la cacophonie post-lockdown, c'est-à-dire qu'on n'a plus exposé toutes les dissensions, notamment entre niveaux de pouvoir, et ça c'est bien, et on voit que là, en ce moment, on a des appels à l'unité, que ce soit de la part de la région bruxelloise et vendredi, évidemment, du fédéral, donc tant mieux si ça continue comme ça, mais on aurait aimé que ce soit un petit peu plus rapide et pas un mois après. Christophe Génisti, vous, ce mois, comment a-t-il passé ? Alors, c'est pas véritablement un mois. Je crois que c'est... en fait, on essaye un peu trop vite, me semble-t-il, de tourner la page. Ce qu'il faudrait voir, c'est que nous sommes dans une séquence. Cette séquence, elle dure depuis, peut-être moi qui suis français, je vais vous dire, depuis les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, puis les attentats de novembre, puis les attentats de Bruxelles. Je pense qu'on aurait tort de vouloir tourner trop vite la page, comme si on voulait quitter un événement isolé et se dire cet événement isolé, il est derrière nous, il est définitivement derrière nous. Je crois que effectivement, ça mérite un peu plus de hauteur, un peu plus de durée, et peut-être que le respect dans la durée donne à ces événements toute leur solennité. Et je vous propose d'écouter à présent nos invités politiques. Je les invite à nous rejoindre. Ils sont tous deux députés bourgmestres. Il y a Dominique Dufourny et il y a Bernard Clairfailly. Je leur propose de venir. Alors Dominique Dufourny est député régional et maire et bourgmestre d'Ixelles, et Bernard Clairfailly est député régional des Filles et bourgmestre de Scarbeck. Alors pour vous, comment s'est passé ce mois, Dominique Dufourny ? Est-ce que vous avez aussi cette impression que c'est passé très vite, qu'on n'a pas pu faire le deuil ? Comment ça s'est passé pour vous ? Effectivement, il y a eu un coup d'accélération, le jour J, comme on peut dire, et puis surtout le stress de la journée, et après ça, le deuil et le traumatisme de la Belgique tout entière. Et puis, par la suite, mais se dire, voilà, il faut toujours vivre, il faut recommencer. Donc, c'était vraiment un leitmotiv qu'on a connu en se disant, mais les écoles ne vont pas fermer, ce qui n'était pas le cas après le 13 novembre. Et là, quelque part, ça a fait vraiment plaisir qu'on ne se dise pas, on va fermer les écoles, il restait plus que 2 jours et demi pour arriver aux vacances de Pâques. Ça aurait été peut-être plus simple. Mais dans l'esprit, il fallait vraiment relancer directement toutes les activités, se dire, on continue à aller au cinéma, on continue à faire ses courses dans les galeries commerçantes. Et ça a été très rapide. Maintenant, effectivement, actuellement, 1 mois plus tard, la relance économique est attendue parce que les commerçants, ma commune Ixelles a été fort impactée. Voilà, donc je crois que ça, c'est un sentiment général, une attente des pouvoirs publics. Et vous, Bernard Clairfailly ? Mais j'ai été presque, moi, choqué d'apprendre qu'on était déjà 1 mois après. Donc c'est vrai qu'on s'est tous demandé qu'est-ce qui s'est passé. On est presque encore dans la sidération de l'événement. On pouvait peut-être craindre, mais en tout cas, on ne s'attendait pas. Et quand ça arrive, même si certains qui pouvaient le dire, on s'y attendait, comme le Premier ministre a dit, quand ça arrive, on est sidéré. Et alors, il y a l'urgence d'abord de traiter les victimes, d'encadrer tout ça, et puis l'urgence d'essayer de comprendre, d'expliquer, mais on ne comprend pas encore tout. Il y a la presse qui, évidemment, révèle tel élément, tel autre. On ne connaît pas toute l'enquête. Et donc, on n'a que la partie publique de l'enquête. Donc, on est entraîné dans des spéculations, des interprétations, des questions, des questionnements. Et puis, très vite, il y a une espèce d'angoisse qui a saisi tout le monde. Et de fait, est-ce que la ville, de nouveau, allait être ville morte ou pas ville morte ? Elle l'est en partie. Et en même temps, la vie continue. Il y avait une réunion des bourgmestres ce matin-là, en fait. Les bourgmestres étaient réunis ce matin-là, normalement. Oui, nous avons été contactés dès le matin, mais comme il y a un deuxième événement... On s'est réunis le mercredi matin. C'était le mardi que l'événement est arrivé, mardi.
On a été convoqué donc Et on avait une réunion le mardi soir, et puis reconvoqué l'après-midi parce que la première faisait suite à l'attentat à Zaventem. Oui. Et puis après l'attentat dans le métro, forcément, nous avons été reconvoqués l'après-midi. Et il faut observer que c'est vrai qu'il y a une coordination générale. Les zones de police étaient présentes, le ministre-président qui dirigeait la réunion, le CAM, le procureur du roi, donc... tous les bourgmestres étaient présents et bien entendu, on était dans l'attente des mesures à prendre ou ne pas prendre. Et en termes de mesures à prendre, est-ce qu'il y a eu des décisions difficiles à prendre à ce moment-là, Bernard Clairfeuille? Attendez, la lutte contre le terrorisme relève évidemment des services d'enquête fédéraux, du parquet fédéral, et tous les moyens sont concentrés pour leur permettre de recueillir de l'information, de mener l'enquête, et je pense qu'ils sont assez bien débrouillés pour aller très très vite pour attraper une série de gens. C'est pas attraper tout le monde, on ne connaît pas encore tout ce qu'il y a dans le dossier, mais il faut quand même dire chapeau aux équipes d'enquêteurs. 2, nous avons pour mission, évidemment, d'encadrer parfois des opérations de police. Il y en a eu chez moi, il y en a peut-être eu moins, heureusement pour XL, il y en a eu moins sur XL, mais sur différentes communes de l'agglomération, il a fallu encadrer des opérations dans ce contexte d'angoisse de la population qui soutenait évidemment les forces de l'ordre, mais en même temps se posait des questions, qu'est-ce qui se passe? Et je vous dis, à Scarbeck, on a trouvé la cache dans laquelle sont parties les bombes de Zaventem. Le quartier entier n'en revenait pas de savoir que pendant quelques semaines, c'est à 100 mètres, à 50 mètres, à 10 mètres de chez eux que les terroristes ont construit, fabriqué une bombe sans qu'ils ne sachent rien. Donc évidemment, le quartier n'en revenait pas, était sidéré d'angoisse, et en même temps, il y avait la pression alors médiatique. On a eu les télévisions du monde entier qui a malheureusement parlé de Bruxelles dans de tristes conditions, mais on a eu les Russes, les Chinois, les Allemands, les Suisses, enfin on a eu le monde entier qui a mis parfois trop de pression sur les quartiers, et il faut apaiser la situation. Et notre tâche à nous comme bourgmestre, c'est de retrouver les conditions de l'ordre public qui permet à chacun de déployer une vie le plus normal possible. Alors je vous propose de parler de l'angle économique dont parlait tout à l'heure Dominique Dufourny, avec les décisions qui ont été prises par les différents gouvernements bruxellois, gouvernement fédéral. Il y a aussi les patrons bruxellois qui ont eu très peur. On dit on va perdre 10 000 emplois à Bruxelles si on ne fait rien. Voilà le reportage qui a été fait suite à la réunion de la Chambre du Conseil bruxellois d'économie sociale, un reportage de Pierre Baudot et Nicolas Skenhardt. Tous les acteurs de la vie économique en concertation au cabinet du ministre-président bruxellois sont sur la même longueur d'onde. Il faut être unis pour relancer l'activité économique régionale. Il va y avoir maintenant encore de nombreuses réunions entre les différents cabinets, les organisations syndicales, patronales, le non-marchand, pour faire en sorte que le catalogue des mesures, ce ne soit pas un catalogue de mesures, le catalogue des 3 Suisses, mais vraiment des mesures concrètes. Parmi ces mesures proposées par le gouvernement, une exonération partielle de taxes sur les terrasses, compensée à hauteur de 2,5 millions d'euros, 400 000 euros destinés à la sécurisation des lieux culturels subventionnés par la région. Autre mesure, une campagne de promotion de Bruxelles en Belgique et à l'étranger pour une somme de 395 000 euros. Ou encore la constitution d'un pool d'experts baptisé Restart Brussels et financé à hauteur de 600 000 euros. Au total, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros que le gouvernement bruxellois se dit prêt à investir. C'est aussi la volonté de continuer à travailler de manière structurée pour parler d'une seule voix, et notamment à l'égard du fédéral, où il faudrait quand même que le fédéral se bouge. Un appel au fédéral que lancent aussi les représentants syndicaux. On est devant un vrai problème avec le gouvernement fédéral, parce qu'il va devoir choisir entre 2 attitudes. Ou bien il dit « je veux aider Bruxelles ». Je pense qu'il le dit aujourd'hui. Alors il doit biffer aussitôt une mesure du contrôle budgétaire de la semaine dernière. La mesure qui dit pas de chômage temporaire si on n'a pas droit au chômage complet. Ça va toucher toute une série de jeunes qui aujourd'hui n'ont pas droit au chômage complet, mais qui, depuis 2003 jusqu'à nos jours, avaient droit automatiquement au chômage temporaire. La prochaine réunion entre tous les partenaires est fixée le 28 avril prochain. Donc le gouvernement prévoit, Marcel Sel, des décisions le 28 avril, avec 20 millions sur la table. Est-ce que ça va suffire ? Non, certainement pas. Et ce que le gouvernement fédéral a rajouté, c'est-à-dire de supprimer les amendes sur les retards de TVA, ça ne va pas suffire non plus, parce qu'en fait, ça fait juste sauter les amendes. Parce que la réalité, c'est que, en tout cas au niveau des restaurateurs, plusieurs hôtels, non. De toute façon, pas les moyens de payer leurs cotisations sociales pour l'instant, leur TVA, etc. Donc ça va être de toute façon retardé. Donc dire ça permet aux gens de payer plus tard,
en fait, ça permet de ne pas leur rajouter une amende sur le fait qu'ils payent plus tard. Et puis, il y a moi, j'ai toujours peur quand on me dit, voilà, on va mettre 400 000 euros dans une campagne de promotion internationale. Mais 400 000 euros, c'est rien, c'est une goutte dans l'océan. Donc, je pense qu'on est toujours sur des petites choses. Et que on voit petit et il n'y a pas un élan. Et comme vous le disiez, bon, il faut effectivement que tout le monde se mette ensemble et qu'il y ait une campagne pour l'ensemble du pays et que tout le monde investisse. Oui, pardon. Non, je faisais allusion au fait qu'il y a une campagne fédérale qui est prévue, il y a une campagne régionale qui est prévue, il y en aura peut-être d'autres, peut-être des locales. Donc ça fait peut-être beaucoup. Peut-être qu'il faudrait mettre tous ces moyens ensemble pour faire une belle et grosse campagne. Christophe Genisti, vous êtes spécialiste de communication, justement. Quelle serait la bonne idée ? La bonne idée, c'est de surtout ne pas se presser. On se souvient en janvier, on a eu une campagne qui avait été investie pour à peu près 500 000 euros, je crois, de mémoire, qui était une campagne faite dans la précipitation. On en avait parlé sur ce même plateau ici, et on avait dit attention, ce serait une erreur de croire que la situation est apaisée, que c'est fini, qu'il ne se passe plus rien. Là, on reprend les mêmes erreurs et on essaye de penser que la communication serait une sorte de baguette magique, quelque chose d'incantatoire que l'on pourrait agiter à l'envi en disant voilà, on va mettre de l'argent sur la communication et ça va changer les états d'esprit. L'état d'esprit ne se change pas comme ça. L'état d'esprit, c'est un travail de fond, c'est un travail d'éducation, c'est un travail de sensibilisation qui se fait sur le long terme et pas uniquement par des mesures économiques. Alors, Dominique Dufourny, vous parliez tout à l'heure, je vous ai coupé au moment où vous vouliez parler des commerçants. Dans ces plans, il y a quand même des choses qui concernent vraiment directement les commerçants. Il n'y a pas que de la communication, il y a des choses aussi précises. Et ça vous satisfait, cela ? De la part du gouvernement bruxellois, effectivement, la suppression de la taxe sur les hôtels, les terrasses, c'est bien attendu et bien compris et bienvenu. Également une solidarité quant aux caisses et donc une aide financière de la part du gouvernement fédéral aussi, même si c'est peut-être pas suffisant, mais il y a quand même un report du paiement des cotisations sociales, que ce soit pour les indépendants, que ce soit pour les entreprises. Et puis aussi la facilité d'accès au chômage qui ne devrait pas avoir lieu, mais le chômage temporaire. Donc, plutôt que de licencier des gens, mais de les mettre en chômage économique d'une manière temporaire. Donc, ça aide quand même à garder son emploi et ne pas devoir licencier pour les entreprises. Mais bien entendu, tout ça n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est évidemment donc une campagne globale, comme on l'a dit, à la fois du fédéral, des régions, des communautés, mais également des communes, parce que les communes peuvent également travailler et promouvoir des actions locales. Et je pense que tout ce qui sera... Vous allez le faire, alors ? Oui, bien sûr. Nous avons la chance d'avoir obtenu la reconnaissance de la zone touristique juste au mois de janvier. Pour le Haut-de-la-Ville. Pour le Haut-de-la-Ville. Et donc, nous nous sommes concertés avec les communes de Saint-Gilles, Bruxelles, pour démarrer tous les premiers dimanches du mois, ça démarre le 5 juin, des activités commerciales. Les commerces seront ouverts, mais au-delà, nous allons entamer aussi toute une campagne avec Visite Bruxelles, les cinémas, les théâtres, des actions culturelles, patrimoine aussi. Donc, vraiment un programme qui sera élaboré pour tous les premiers dimanches du mois dans ces 3 communes. Et vous, Bernard Clafailly, vous pensez que la commune de Schaerbeek peut aussi jouer un rôle là-dedans, dans cette relance ? Chaque niveau de pouvoir public doit jouer son rôle pour retourner le plus possible à une situation normale et apaisée. Mais il faut bien comprendre et les mesures que prend le gouvernement pour aider les petits commerces, les commerçants, les hôtels ou les cafés à ne pas tomber en faillite sont de bonnes mesures. Mais sont en faillite déjà, voilà. Il y en a qui vont l'être ce mois-ci et le mois prochain. Voilà. Je ne crois pas qu'on ait la solution pour les sauver. Je veux dire ceci. Qu'est-ce qui se passe ? Et comme l'a dit le patron de Bessie, il y a un vrai drame, et pour l'instant principalement au centre-ville, mais un peu partout dans Bruxelles. Oui. Il y a un vrai drame qui a été causé par quoi ? Par la peur et l'angoisse, déjà après l'attentat de Paris. Les gens ont eu peur et sont sortis un peu moins. Maintenant, ceux de Bruxelles font encore peur. Ils font peur aux Bruxellois, qui vont moins souvent sur les terrasses, moins souvent au restaurant, moins souvent faire les courses, mais à nos visiteurs du Brabant et d'alentour, de Belgique, et nos visiteurs lointains. Et puis, il y a les problèmes de mobilité à Bruxelles. Et il y en a pour tout le monde. Il y a à la fois la ville qui a fait son piétonnier de manière un peu vite et qui maintenant commence à adapter un peu les choses. Il y a le problème des tunnels et de la mobilité. Tout ça crée un contexte global qui, ensemble, a créé cette baisse d'activité globale sur Bruxelles. Ça, sur le constat, tout le monde est elle ne va pas hein. revenir très vite. Voilà pourquoi il ne faut pas se presser. Enfin, presser. Il faut faire des choses, mais ça ne va pas arriver tout de suite. Il faut donc résoudre ces problèmes-là. Il faut résoudre la peur et l'angoisse. Et pour résoudre la peur et l'angoisse, il faut que les choses reviennent
le plus naturellement possible aux situations antérieures. Actuellement, le métro ne fonctionne toujours pas après 22 heures. Parce que l'État fédéral n'a pas donné les moyens suffisants à la police des chemins de fer qui dépend de lui pour permettre une sécurisation du métro tard le soir. Dans ce cas-là, on ne sort plus pour aller au cinéma ou pour prendre un verre après le cinéma. Et donc, on peut prendre toutes les campagnes de com que l'on veut. Tant qu'on n'a pas retrouvé le plaisir de la ville tout le temps, ça ne va pas. Le fédéral doit s'investir pour la sécurité. Nous devons, nous, à notre niveau, comme bourgmestre aussi, nous investir pour la sécurité dans les quartiers, pour montrer que la vie peut revenir en ville. Et puis, les aspects de mobilité. Il faut être certain que tous les efforts soient faits pour qu'on retrouve l'accès au centre-ville avec le tunnel Stéphanie et les autres tunnels. Et j'aimerais bien qu'on en fasse un peu plus et un peu plus vite, qu'on retrouve cette accessibilité du centre-ville et que la ville de Bruxelles aussi, elle a commencé à bouger un petit peu, revienne un peu en arrière sur son projet de centre totalement piéton. Je suis pour le piétonnier en général, mais la manière dont ça a été fait, un peu brutal, un peu rapide, n'a pas donné suffisamment de convivialité. Et d'ailleurs, les commerçants de centre-ville le disent, on perd de la clientèle pour l'instant. Il faut que sur tous les aspects, on bouge de manière cohérente et complète. Et alors, on retrouvera les conditions de mener une campagne. Parce que la meilleure campagne qu'on peut montrer, c'est les Bruxellois sur les terrasses, au soleil, à prendre une bière ou un thé à la menthe. Ça m'est égal. Mais du monde sur les terrasses. Et cette image-là est plus forte que toutes les campagnes de com que l'on pourra faire. Yvan Vandenberg, vous vouliez parler justement du centre-ville. Oui, moi je vis dans le centre-ville et je dirais... On a le sentiment vraiment de vivre ce qu'on peut appeler une calamité, un peu comme des inondations, où on attend effectivement des mesures extrêmement rapides, le roi avec ses bottes, et enfin bon, il y a un peu eu un manque, je dirais, de réaction rapide, et je dirais surtout qu'il n'y a pas une chose qui va sauver la situation dans le centre-ville, c'est un ensemble de choses. Il y en a une en particulier sur laquelle je voudrais un peu insister. Nous n'avons qu'un centre historique à Bruxelles. Dans d'autres villes, il y en a plus, mais il n'y a qu'un centre historique. Si les gens de Woluwe, de Uccle ou de Gette n'y viennent plus et sortent chez eux et restent chez eux, leur centre va s'écrouler. Et on en est à ce stade-là. Donc c'est un acte de civisme, je dis, il faut se décider à revenir dans le centre, à aller boire un verre en terrasse, à aller au cinéma, de préférence là, à aller jeter un jouet là plutôt qu'ailleurs. C'est vraiment quelque chose, je dirais, d'absolument indispensable si on veut sauver notre centre historique. Oui. Justement, Dominique de Fourny, est-ce que le haut de la ville profite de cela? Parce que s'il n'y avait pas les problèmes du tunnel Stéphanie, peut-être que le haut de la ville aurait pu récupérer ce public du centre. Certains quartiers à Ixelles sont épargnés, effectivement. Nous ne connaissons pas les mêmes soucis à Châtelain, au cimetière d'Ixelles, que le centre-ville. Je dirais qu'il n'y a pas que les attentats qui ont vraiment provoqué cela. Il y a aussi 65 grands chantiers actuellement à Bruxelles, provoqués à la fois les tunnels, la STIB, le viaduc, et tout ça fait en sorte que les gens n'ont plus envie d'aller au centre-ville, ils ont peur de ne pas pouvoir se garer, et donc ça entraîne évidemment la problématique de se dire est-ce qu'on va encore aller en ville. Cette problématique de chantier est très importante parce qu'on parlait de 10 000 emplois perdus en début d'émission. Mais c'est aussi une perte d'emploi lorsque les commerçants subissent des chantiers à répétition. Et vous le savez, c'est toujours ce problème de gestion de chantier n'est pas résolu. Ça c'est vrai. À Ixelles, avec la place Flagey, on l'a connu. Oui. L'avenue Beul, dernier exemple, ça devait être un chantier exemplaire. Eh bien, ce chantier a duré 3 mois de plus, mais quand on sait que tout est à l'arrêt, que les trams ne passent plus, c'est vraiment une perte économique. Il y a plusieurs commerçants qui ont fait faillite. Comment ça va se passer à la place Collignon, Bernard Clairfailly? Parce que là, vous allez avoir un très grand parking. Alors, on nous annonce un chantier pour faire une station de métro, mais en 2020. Donc d'ici là, on a le temps d'organiser les choses. J'espère bien que Bruxelles aura retrouvé des couleurs. Bruxelles au sens large, parce qu'il faut voir au-delà de sa commune. On est tous les deux bourgmestres d'une commune importante de Bruxelles, certes, mais on doit être solidaire ici. Et très franchement, ce qui se passe au centre-ville, moi, me préoccupe tout autant que ce qui se passe dans ma commune. Ça touche parce qu'il y a un effet d'entraînement de la marque Bruxelles globalement dans le monde, en Belgique et ailleurs. Et c'est la marque Bruxelles qui doit dans tous les quartiers, à l'image du centre, mais l'image des quartiers aussi, revivre, retrouver le plaisir de vivre, montrer qu'à Bruxelles, un endroit où on s'amuse et on peut venir en paix consommer. Nicolas Mézy, pour conclure. De l'aéroport, d'ailleurs, qui ne tourne qu'à 20%. Exactement. Donc, au niveau de la population étrangère, moi, j'ai rencontré des responsables de lieux culturels. Un me disait, depuis janvier, donc dans ce terme de séquence, bien avant les attentats de mars, depuis janvier, c'est 50% de public en moins qu'il a, et public étranger, puisque 85% de ses visiteurs sont étrangers. Donc ça pèse, évidemment. Alors, il me disait, oui, on aura le report de charge, et comme disait Marcel, le problème, c'est que notre programme de l'année prochaine, il doit déjà être allégé, puisqu'on ne peut plus prévoir tout ce qu'on avait prévu, et il ne savait pas comment payer. Donc,
À l'étranger, il faudra aussi faire très attention. Et là, malheureusement, je trouve que dans la communication politique, on a été très mauvais. On s'est laissé avoir par un bashing, parfois assez honteux de la part de l'étranger, et on s'est fait marcher sur les pieds. Et encore une fois, à cause de quoi ? Du manque d'union et d'unité qui arrivait un peu tard entre les niveaux de pouvoir. Alors, vraiment pour conclure ce chapitre-là, Christophe. Alors vraiment pour conclure, je crois qu'on est très pressé, enfin les autorités de Bruxelles sont très pressées de faire de la communication vers l'extérieur vis-à-vis de l'extérieur. Je pense que les budgets devraient être concentrés vers l'intérieur et à destination des Bruxellois. C'est-à-dire en étant fiers nous-mêmes, on arrivera à rayonner, à faire rayonner cette fierté. Parce que qu'est-ce que 300 000 euros ou 500 000 euros ou même 1 million d'euros comparé à la puissance des chaînes de télévision du monde entier qui envoient des images à leurs ressortissants. Donc le problème n'est pas là et on peut pas lutter contre ça. Par contre, là où les gens peuvent lutter et où les 300 000 euros seraient extrêmement bienvenus, c'est pour faire de ce qu'on appelle en communication de la communication interne vis-à-vis des parties prenantes ici à Bruxelles. Passons au chapitre suivant. On va parler des passations de pouvoir, nouveaux ministres, et notamment ce qui s'est passé lundi. Là, c'était la passation de pouvoir entre Joël, qui donnait son pouvoir à Marie-Martine et à Alda, une ministre puis 2 ministres. On regarde cette passation de pouvoir. Je suis très heureuse à la fois de vous livrer aujourd'hui, dans les 2 fardes que j'ai fait ici, 20 mois intensifs de réformes ambitieuses, tant en matière d'enseignement qu'en matière de culture et de petite enfance, tout le travail et toute la dynamique qu'on a lancée avec des collaborateurs fabuleux, avec à la fois un monde culturel en marche et debout et à la fois avec un monde de l'enseignement qui a vraiment cru et qui s'est mobilisé dans les réformes. Ce pacte d'excellence, on y croit. Il a été construit avec les différents acteurs du monde de l'école, institutionnels, mais aussi les enseignants, les directeurs. Et on se retrouve dans une démarche qui est vraiment participative. Et moi, j'ai vraiment très envie de pouvoir le faire aboutir et de réfléchir à ce changement pour l'école, mais de réfléchir avec les différents acteurs. Il y a une chose qui m'obsède, c'est le fait que l'on puisse objectiver quand on octroie des montants à des associations, mais également des associations culturelles ou des associations d'éducation permanente, qu'on puisse effectivement objectiver la manière dont on le fait. Et donc, la démarche qui a été initiée, plus le fait que je vais regarder ça de près, j'espère, va nous permettre de dégager des critères objectifs pour distribuer l'argent de la culture. Alors Nicolas Mézy, on a assisté à cette passation de pouvoir, une Joëlle Milquet quand même assez omniprésente, une belle-mère qui n'en sera pas une. D'après vous, comment ça s'est passé? Quelle est votre analyse là? Tout d'abord, il y a notamment le fait que ça tombe vraiment au mauvais moment dans les deux grosses compétences de Joëlle Milquet. Elle a tout mis en chantier et maintenant il faut continuer ces chantiers. Et je crois que de toute façon le mandat est clair de ses remplaçantes, c'est de continuer ces chantiers et pas besoin de remettre un chantier en plus, notamment au niveau du pacte d'excellence et au niveau des arts de la scène et de la culture au niveau général. Puis je crois qu'on s'étonne dans les milieux politiques bruxellois justement du manque de Bruxellois au niveau de propositions bruxelloises de la part du CDH. Alors, on avait cité évidemment le nom de Céline Frémaux, mais qui est déjà bien chargée du côté de la... De toute façon, il n'y a pas de Bruxellois, ça c'est clair. Ça, il n'y en aura pas du tout. Et ça montre quand même la faiblesse du CDH au niveau de la capitale et d'avoir un manque de personnalité forte, notamment féminine, si on voulait garder ce signe-là. Donc, Voilà, on a 2 femmes pour une. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Dominique Dufourny, de rajouter comme ça 2 ministres au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles? 2 ministres femmes, mais 2 ministres quand même. 2 ministres femmes, donc la question se pose, le coût pour le contribuable, parce que d'après le président du CDH, ça ne coûtera rien, mais on a quand même estimé ça à 600 000 euros de frais supplémentaires, donc il va faire des économies, mais des économies sur quoi? Ils vont licencier des attachés parlementaires, ils vont réduire des frais de fonctionnement, donc on attend de voir aussi donc, ce qui va se passer, et puis si vraiment ils peuvent le faire au niveau de ces 2 cabinets, alors qu'ils continuent la démarche, parce qu'il y a toujours trop de frais dans les cabinets, donc ils peuvent continuer pour la Fédération Wallonie-Bruxelles à tout niveau. Vous avez la même lecture, Bernard Clairfailly? À noter que vous êtes tous les 2 dans l'opposition à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je dis ça pour être clair, parce que c'est pas un petit point positif, c'est chouette qu'il y ait des femmes ministres. Il faut le dire, il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez d'équilibre homme-femme dans une série de fonctions dirigeantes. Il n'y a pas assez de bourgmestres femmes, non? Et donc, et je le dis d'emblée, c'est chouette, c'est très bien qu'ils aient nommé des femmes.
Par contre, c'est moche pour la question de l'économie. On a du mal à comprendre que 2 ministres ne coûteront pas plus cher qu'un ministre. Je suis désolé, il faut encore nous faire la démonstration. Il faut quand même rappeler que René Colin quitte le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, mais il n'y a pas de ministre de moins. On a vu sur les photos, on voit, il y a une ministre qui donne ses dossiers à 2 ministres. On ne sait pas mieux prouver les choses que ça. Est-ce que c'est pas bien d'avoir quand même une ministre qui s'occupe de la culture? Je reviens à ça. Donc, déjà d'abord, tellement énorme. Sur la promesse du CDH, ça ne coûte pas plus cher. Non, c'est pas vrai. On voit bien qu'il y en a une qui donne ses dossiers à 2. Deuxième chose, c'est moche, il y a un peu moins de Bruxellois qu'avant. Et que les Bruxellois soient aussi la communauté française, c'est essentiel parce que la communauté française a des politiques qui engagent l'avenir de Bruxelles et en particulier ces politiques-là. La petite enfance et l'enseignement, les études PISA, le problème du chômage à Bruxelles, la formation des jeunes, le problème du boom démographique. Bruxelles est plus impactée de ces problèmes-là que tout. Il faut régionaliser l'enseignement? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut une attention de la communauté française pour ces enjeux-là sur Bruxelles. Et ici, malheureusement, il y a un peu moins de Bruxellois. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme le gouvernement flamand, c'est-à-dire avoir une représentation obligatoire au gouvernement flamand? Ils ont obligatoirement un Bruxellois. Mais il y a un Bruxellois, il y a M. Madran qui n'a pas beaucoup de compétences, qui maintenant vient avoir les sports en plus. Donc il y en a un minimum un. Mais globalement, il y en a trop. Il y a 14 ministres francophones. Wallon et communauté française pour 9 en Flandre, soyons clairs, on n'est pas à l'économie du côté francophone, ce n'est pas un message. Dans le contexte actuel d'économie, un peu d'austérité, où tout le monde doit faire des efforts, ce n'est pas le meilleur message qu'on puisse donner, mais ce qui m'importe le plus, c'est la qualité des réponses qui seront données sur les matières d'enseignement et de petite enfance, parce que le vrai débat, c'est celui-là, et c'est là-dessus qu'on jugera les nouvelles ministres. Parlons de l'autre passation de pouvoir qui n'a pas franchement eu lieu, parce qu'on n'a pas vu M. Bello et Mme Galland se passer, en tout cas pas devant les caméras, ils n'ont pas passé le témoin en matière de transport et de mobilité. Donc on n'aura pas cette image-là, on ne pourra pas la montrer. Mais Dominique Dufourny, vous connaissez ces deux libéraux, deux styles différents. Ça va mieux se passer en matière de transport et mobilité avec Bello plutôt qu'avec Galland? François Bello est un expert déjà dans le sens du terme qu'il a présidé des commissions d'infrastructure, il est ingénieur civil. Pourquoi l'a-t-on pas mis tout de suite alors, si c'était un expert? Il aurait peut-être été préférable que Jacqueline Galland ait d'autres compétences, parce que je suis persuadée qu'elle aurait été ministre dans des compétences moins problématique, car finalement on lui a donné vraiment des matières très difficiles. Tous les ministres successifs ont eu des difficultés et donc certains ont même quitté la politique. En fait. Le résultat est là, et c'est quand même, à chaque fois une démission, c'est quand même quelque chose de très triste au point de vue humain. J'ai vu la passation de pouvoir de Joëlle Milquet, j'ai trouvé qu'elle a été vraiment très digne parce que c'est toujours quelque chose de très douloureux au point de vue humain et c'est dommage. Donc quelque part, à mon sens, Jacqueline Galland aurait eu des compétences comme les activités économiques de Willy Borsus, par exemple, elle aurait fait un très bon ministre. Bernard Clairfailly. Je constate que même les libéraux bruxellois, par la voix de ma collègue ici, semblent reconnaître que Mme Galland n'a pas, jusqu'à présent, sur les dossiers qu'elle gérait, fait avancer les questions du point de vue de Bruxelles. La question du survol aérien est loin d'être réglée et on sait qu'il y a une date butoir au mois de juin. On attend des décisions d'ici là. Et la question même de la SNCB, des chemins de fer, des haltes RER en région bruxelloise, du dossier RER, tout ça n'a pas beaucoup avancé pour Bruxelles. Alors, François Bello, que je connais aussi pour l'avoir croisé au Parlement fédéral, est quelqu'un de compétent, de sage, de posé. Donc, a priori, je lui fais confiance à ce stade-ci, mais il va devoir reprendre un dossier qui n'a pas avancé pendant longtemps, et il a des échéances qui viennent très très vite. Et je ne suis pas certain que le contexte politique du gouvernement fédéral, ou le poids des Flamands et ce qu'il est, permettent à Bruxelles et aux francophones d'avoir des avancées suffisantes, et c'est là qu'est ma crainte principale. Vous aviez des inquiétudes, Yvan Vandenberg, sur le survol. Oui, parce que vous venez de parler du mois de juin, mais c'est le 13 juin, une directive européenne entre en application. Il sera beaucoup plus difficile de mettre des contraintes sur l'aéroport. Il y a eu 2 ans pour faire ça. Tous les pays l'ont fait. Mme Galland nous a fait perdre énormément de temps, donc rien n'a encore été fait. Et il restera très peu de temps à M. Bello pour mettre cela en place. La deuxième chose, c'est sur les routes et tout cela, il aura du temps pour le faire après. Je crois qu'on peut faire confiance à quelqu'un de neuf qui arrive et qui semble décidé à écouter. Mais je dirais aussi tout ce qu'on disait tout à l'heure sur l'arrivée des touristes, sur les problèmes, etc. On a aussi 2 autres aéroports. Je dirais qu'en gros, on empêche de travailler. Par exemple, celui de Charleroi, où se trouvent les low cost. Il n'y a pas de gare à Gosselies. On doit aller à Charleroi, revenir en bus. Mme Galland a décidé qu'il n'y aurait pas de gare à Gosselies. C'est quand même curieux. On voit aussi que Ryanair, on essaie de les attirer à Zaventem. Alors quand on parle de l'économie du pays, je crois qu'on parle plutôt de l'économie de la société privée de l'aéroport de Zaventem, qui, elle,
tient à tout garder chez elle alors qu'elle n'en a pas les capacités pour le moment. Alors qu'elle fonctionne à 20%, Voilà. donc il y a moins de bruit et il y a moins Vous d'appels. dire aussi que pour tout ce qui est le low cost, ça se passe fort bien à Charleroi. Pour tout ce qui est le fret, le cargo, à Bierzet, on a exproprié des gens pour pouvoir décoller même la nuit. N'empêche que Zaventem essaie d'en récupérer, alors est obligé de réveiller des milliers de Bruxellois. Donc il y aura du travail pour lui. Nicolas Mézy. Pour la petite histoire, il y a un paradoxe évidemment, c'est que si on veut une gare à Gosselies, l'argent qui a été prévu est reproposé pour le RER, donc les Bruxellois devront choisir là, à ce niveau-là. Mais l'arrivée de François Belot ne doit pas non plus nous faire oublier que les objectifs du gouvernement resteront les mêmes. On ira toujours vers de la libéralisation du rail, c'est acté au niveau européen, ça avance. Donc oui, les dossiers sont toujours là, mais on n'aura pas de vision d'objectif à long terme. Non. Je vous propose de passer à notre chapitre suivant. On va parler du printemps syndical, le printemps social, avec cette première sortie mardi, c'était la FGTB. Écoutez ce que Marc Goblet disait juste après son meeting. Mais vous imaginez un instant que quand le travailleur est seul face à l'employeur, que c'est lui qui va décider quand il travaille plus et quand il travaille moins? Jamais. Et donc c'est une flexibilité pour l'employeur, mais certainement pas, comme on essaye de le dire, un avantage pour le travailleur pour avoir des périodes où il travaille plus et des périodes où il récupère. Ça, c'est de la bêtise si ce n'est pas contrôlé par des conventions collectives à l'intérieur des entreprises. Alors, Marcel Sell, on n'a pas entendu en fait dans cet extrait ce qui a marqué le discours du meeting, c'est-à-dire cette notion de gamin de merde. Là, on parlait plutôt de la problématique de la flexibilité. Tout à fait, très clivant. D'ailleurs, il n'y avait pas que le gamin de merde, il y avait tout un discours qui était très très clivant avec les entreprises, les méchantes entreprises et les très méchants patrons et les très gentils travailleurs et les très gentils ouvriers. Je note qu'il est en plein centre de Bruxelles, à un moment où il y a des sociétés qui, à cause de 3 mois de difficultés, ferment. Et des indépendants qui n'ont plus rien, qui sont même pas à peine droit au CPAS. Donc l'entreprise syndicale marche bien, c'est ça? Et donc, non, et je dis que quelque part, lui, sa solidarité, il la réserve à une certaine classe de personnes, c'est-à-dire principalement les salariés. Le chômeur, c'est déjà un peu moins. Les indépendants, c'est pas du tout. Et quelque part, je lui dis, vous venez dire ça à Bruxelles, à un endroit où il y a des centaines, si pas des milliers de commerçants qui sont vraiment désespérés, eh bien, je lui dis, je pense que ces gens doivent penser que peut-être, vous aussi, vous êtes un gamin de merde. Dominique Dufourny, qu'est-ce que vous avez pensé de cette expression gamin de merde vis-à-vis du gouvernement? Mais la communication des syndicats est toujours identique, dans le cas de Marc Goblet du moins, l'excès et la caricature. Il faut se dire aussi que dans un mois, ce sont les élections sociales et que peut-être qu'ils ont besoin de musculation et de se mettre en avant. Pour ma part, je trouve que, bien entendu, tout cela est excessif et qu'il faut toujours rester correct dans sa communication, quel que soit son point de vue. Le gouvernement n'est pas un peu clivant aussi? Le gouvernement de Charles Michel n'est pas un peu... en tout cas, du point de vue syndical, il est sûrement très clivant. Oui, Bernard Caffailly. Mais... donc c'est évidemment une expression qui a fait le buzz, soyons clairs, et il l'avait conçu comme ça parce qu'en période de confrontation, d'élection, il est très content du coup de pub qu'il s'est fait avec ça. Est-ce que ça fait avancer le schmilblick? C'est ça la vraie question. Je pense que la Belgique a besoin de réformes, que le marché du travail a besoin d'un peu plus de flexibilité pour pouvoir affronter les enjeux de demain, parce que la question c'est ça, c'est les emplois de demain, mais ça ne veut pas dire, et là je peux partager le discours qui est là, il faut que ça se fasse dans un contexte de concertation quand même syndicale, et il faut qu'on retrouve un contexte où les syndicats et le gouvernement puissent ensemble faire évoluer la Belgique. Et ce qui est dommage maintenant, c'est que c'est très clivant des deux côtés, et on n'est pas certain que ce juste milieu soit en train d'être négocié et trouvé. Est-ce qu'il faut le faire nationalement, et s'il faut faire par secteur ou entreprise par entreprise? Parce que c'est ça un peu le gouvernement préfère que ça se fasse nationalement, cette flexibilité. Et là, on voit bien que les syndicats disent, mais non, laissons faire les secteurs ou laissons faire les entreprises. Là, quelle est votre opinion, vous, là-dessus, chez Défi? Ça dépendra. Donc, cette question de flexibilité ne peut pas se faire uniquement au niveau national, parce qu'il y a évidemment des contextes de tel type d'entreprise, de services à domicile, qui vont dépendre de contextes économiques très particuliers. Donc, il faut une certaine souplesse.
mais laisser cette négociation uniquement dans le dialogue singulier du patron et du travailleur, ça c'est sans doute mettre le travailleur en situation de faiblesse. Et donc il faut trouver un cadre qui permet aux travailleurs d'avoir un cadre de négociation qui le protège un peu. Et donc c'est là-dessus qu'il faut qu'il y ait une négociation politique entre les syndicats et le patronat et le gouvernement. En termes de communication, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette sortie, c'est le fait qu'on a l'impression que ce n'est pas le bon moment et que si on attend une attitude d'un groupe social, quel qu'il soit, d'une série de forces vives, eh bien on attend quelque chose qui soit beaucoup plus positif plutôt que des phrases et des invectives comme « gamin de merde ». On a l'impression que finalement, c'est pas le bon moment. On parlait en début de cette émission du temps qui nous sépare des attentats que l'on a connus il y a un mois. Eh bien on n'a pas envie, je pense que les gens n'ont pas envie d'entendre ce genre de choses, ils ne sont pas prêts pour entendre ce genre de choses. Pas maintenant. Et je crois que la parole syndicale est tout à fait inappropriée au moment où elle s'est exprimée cette semaine. Nicolas Mézy. Mais ce qui est un peu inquiétant sans doute, et j'imagine que la UGTB le ressent, c'est que son discours ne fonctionnant pas, ça avance aussi dans son dos. On voit d'autres syndicats qui adoptent d'autres partis pris et d'autres mesures de com. Là, il va y avoir une manifestation des fonctionnaires publics mardi. La CSC n'appellera pas à la grève ou ne fera pas. Il n'y a pas de front commun fortes. En tout cas pour l'instant. Effectivement, tout le monde est un petit peu en ordre dispersé. Et puis c'est un climat d'élection sociale et ça, il ne faut jamais le négliger dans le milieu syndical. Je propose de passer à notre dernier chapitre, celui qui est consacré à notre ministre de l'Intérieur, parce qu'on a beaucoup parlé de lui depuis le week-end dernier, pendant toute la semaine, et notamment ses déclarations incendiaires. Je vous propose de regarder un reportage qui va nous rafraîchir la mémoire. C'était au début de la crise avec Sabine Ringelheim et Yannick Van Gansbeek. Le soir du 22 mars, la police de la zone de Bruxelles-Capitale-XL est informée d'un incident avenue de Versailles à Neder-Overenbeek suite à un rassemblement en rue de plusieurs personnes. Ils sont intervenus et ce soir-là, le soir des attentats, ils ont intercepté 6 personnes qui sont relâchées après audition et après du dossier. Le dossier est classé sans suite. Nous n'avons pas assez d'éléments à charge des personnes interceptées. Il s'agit là du seul dossier de cette nature ouvert et refermé depuis au parquet de Bruxelles sur d'éventuelles manifestations de joie post-attentat. Mais alors, de quel fait parle Yann Yambon? Le ministre de l'Intérieur a en effet déclaré dans la presse ce week-end: une partie significative de la communauté musulmane a dansé à l'occasion des attentats. Le ministre de l'Intérieur évoque des informations de ses services de sécurité et du Conseil national de sécurité, où Rudy Verwoerd, le ministre-président bruxellois, était présent. On ne peut que constater la grande marge d'appréciation, et qu'effectivement, parler d'une part significative, ce n'est pas 2 personnes. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, lui, maintient ses propos. Si je vois que, apparemment, il y a des gens qui fêtent quand les attentats sont là, si je vois les enquêtes qui sont faites, si je vois les reportages que certains professeurs font de ce qui se passe dans leur classe, je vois un phénomène. C'est une minorité. C'est pour ça qu'on doit le nommer aujourd'hui et on doit voir comment on peut le résoudre aujourd'hui. La polémique provoquée par les propos de Yann Yambon est donc loin d'être éteinte. L'opposition attend désormais les explications du ministre devant la commission de l'Intérieur de la Chambre. Effectivement, à la Chambre, on en a parlé. Christophe Génisty, vous vouliez faire un commentaire? Oui, parce que c'est un problème de communication qui est fondamental en communication publique. C'est la question de savoir si l'on peut être populiste quand on est aux responsabilités. Et en fait, la réponse, évidemment, est non. Quand on est aux responsabilités, par définition, on a des responsabilités. Et on a des responsabilités vis-à-vis notamment de la communication et de la prise de parole. Et c'est tout à fait différent d'être dans l'arène pour gagner une élection, pour recruter, pour appeler à des soutiens et d'être aux responsabilités. Quand on est aux responsabilités, la parole, la communication, la parole publique doit être totalement différente. Et on ne peut pas se laisser aller à ce type de dérapage, à ce type d'approximation, quand précisément on est aux responsabilités, quelle que soit la couleur politique que l'on incarne. Là, on parle uniquement de forme, oui. mais sur le fond maintenant, comment, je vais peut-être poser la question à Bernard Clairfailly, comment va-t-on faire, comment on va se débrouiller entre d'un côté les stigmatisants amalgameurs et de l'autre côté les bisounours spécialistes du déni? J'ai l'impression qu'on doit être d'office d'un côté ou de l'autre et qu'il n'y a pas de juste milieu.
il y a un juste milieu parce qu'on est aux responsabilités et qu'on a donc l'obligation d'avoir un discours responsable. Et moi, je suis scandalisé des propos du ministre de l'Intérieur. Je ne suis pas un bisounours non plus. Je connais la réalité dans mes quartiers. Je sais une série de choses qui se passent ou sont censées se passer. Donc, je ne veux pas fermer les yeux et être aveugle. Mais quand on est aux responsabilités, on ne peut pas dire ce qu'il a dit. Parce que soit il connaît des cas de personnes qui ont dansé et qui ont soutenu ça. Mais alors, il faut qu'ils me disent quel cas. Enfin, qu'ils nous disent à nous, qu'ils disent où ils sont, qu'ils mettent ces services de police dessus, qu'on fasse des rapports et qu'on sache qui, quand, comment, et qu'on sache quoi faire et qu'ils donnent les moyens pour le faire. Il dit qu'il n'y a pas ou alors de PV. il raconte n'importe quoi. Ou alors il raconte n'importe quoi et il fait du populisme. Et ça, c'est pas correct. Parce que s'il connaissait quelques cas que ce soit sur mon territoire, je voudrais en être informé tout de suite. Parce que moi, je compte tout de suite faire quelque chose. Et le vrai problème, c'est qu'il lance des discours populistes sur base de... peut-être choses qui sont peut-être vraies, mais en tout cas, il ne le sait pas. Et qu'un ministre parle de choses qu'il ne sait pas, alors qu'il est le chef de la police, le premier policier du royaume. C'est sa tâche de nous dire quand, quoi, comment, et de faire quelque chose. Et d'attraper ces gens et de les mettre éventuellement en prison ou de les faire inculper. C'est sa tâche, c'est son rôle. Il nous fait peur. Et en même temps, il dit, avec tout le pouvoir que j'ai, je ne fais rien. Eh bien moi, ça m'angoisse profondément, parce que sa tâche, c'est de faire quelque chose. Et je termine en disant, il y a eu des propos terribles sur Bruxelles ces derniers temps. Je vais nettoyer Molenbeek, on va voir ce qu'on va voir, je vais les attraper. Quels moyens nous donne-t-il concrètement pour remplir ces missions-là ? Il faut rappeler que l'État fédéral, depuis longtemps, sous-finance la police en région bruxelloise, que la population a augmenté de 20%, ne finance pas plus de policiers à Bruxelles, qu'il nous demande avec son fameux plan Canal d'en faire plus, et nous en faisons plus, mais nous n'avons pas les moyens d'en faire plus aujourd'hui. Et ça me fait peur, c'est du populisme, parce qu'il crée de l'angoisse et il n'y a pas de réponse. Dominique Dufourny, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous angoisse aussi ? Angoissé, mais on connaît Yann Yambon, il n'a pas la langue de bois, ses propos n'ont pas été appropriés, c'est vrai, mais ce n'est pas une généralité. Et bon, bien entendu, il y a des problèmes que l'on connaît, et effectivement, moi, on n'est pas blanc ou noir, on est au milieu en tant que responsable, il faut se dire, il y a des problèmes, on les connaît, il faut agir de telle manière à anticiper. C'est vrai que cette commission d'enquête qui est attendue à la Chambre fera, je l'espère, la clarté sur les origines du mouvement, sur les problèmes d'intégration dans les quartiers, parce que pour l'instant, rien n'est vraiment solutionné. On parle surtout de sécurité, il faut aussi parler de la prévention. Dans toutes les communes, on a avancé quand même, on a mis en place des CESIL, ce sont des cellules locales, qui permettent de rassembler tous les acteurs communaux, que ce soit la population, l'instruction publique, la citoyenneté, et qui permettent justement d'échanger des informations, également de faire des formations pour les éducateurs de rue. C'est important de prévenir pour la suite et de se dire, bon ben voilà, le problème est bien actuel, mais il faut anticiper maintenant pour que ça se reproduise certainement plus. Ce qu'il faut surtout, c'est de ne rien laisser passer. Je veux dire, dans ma commune, quand après Charlie Hebdo, 3 élèves ont saboté la minute de silence, tout de suite, la direction d'école est intervenue, la commune est intervenue, on a fait un rappel à l'ordre, on a vu les parents et on a tout de suite traité la question. Après les attentats de Paris, on a eu le même problème avec 2 jeunes, on a fait la même chose, on a appelé les parents, on a traité les jeunes. Et après les attentats de Bruxelles, est-ce que vous avez eu des problèmes ? Aucun nous a été reporté. Mais peut-être justement parce que nous avons été fermes précédemment et qu'on l'a fait savoir. Ok, et chez vous, Dominique Dufourny ? Il m'est revenu que certains jeunes n'ont pas voulu observer une minute de silence dans un centre sportif. Donc c'est vrai, il y a des choses qui existent et donc nous devons... Alors qu'est-ce que l'on fait ? C'est une réalité, et donc il ne faut pas la nier. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir ? C'est ça, vraiment, le grand débat, c'est de se dire comment faire en sorte... D'abord, à mon sens, il faut vraiment, au niveau de l'emploi, en parler, redonner de l'activité aux jeunes, parce que c'est vrai que des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de perspective d'avenir, eh bien c'est vraiment un terreau fertile pour le radicalisme. Donc c'est vraiment toute une politique en amont qu'il va falloir développer très rapidement. On a bien compris. Yvan Vandenberg. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que M. Yambon pourrait faire ? Et M. Reinders aussi d'ailleurs. C'est faire rendre les clés de la grande mosquée que possède l'Arabie Saoudite, qui est là, qui forme des gens, qui a un catéchisme de salafisme qui se répand à Molenbeek et tout ça, mais ça ils ne le font pas, pour des raisons qu'ils ne veulent pas expliquer. Qu'est-ce qu'on attend ? Donc il y a une source là, vous voyez, et une source importante à Molenbeek, il y a des jeunes qui ont ce genre de catéchisme, qui disent à leurs parents, qui sont beaucoup plus tolérants, qui n'ont rien compris, que l'islam c'est pas ça, donc c'est le monde à l'envers, quoi. Donc qu'est-ce qu'on attend pour agir là ? Ça c'est vraiment une chose où il pourrait agir immédiatement. Et je dirais pour le reste, reconquérir les cœurs, c'est effectivement pas lui qui va le faire, puisqu'il divise les gens. Et quand il parle ainsi,
il est le ministre de l'Intérieur de toute la Belgique, pas seulement de son électorat. Mais c'est pour eux qu'il parle quand il dit ça. Et c'est là qu'il gagne, évidemment. Et dernière chose, je pense qu'il n'y a pas lieu non plus de trop s'affoler. Si vous prenez une ville, par exemple, comme New York, New York, c'est que des immigrés. Les peaux rouges, il y en a qu'on les a éliminés. Il n'y a que des immigrés. Mais il y a des architectes, il y a plein de gens qui travaillent là. Mais dans le métro, tout est en anglais, mais aussi en espagnol, parce qu'il y a plein de gens qui ne maîtrisent pas ça. Donc ici, il y a moyen de faire quelque chose. Si c'est en flamand, vous savez, il y a des choses en français, et il y a pas mal de choses en flamand chez nous. Oui, et en anglais aussi dans le métro, c'est une très bonne chose d'ailleurs. Mais non, ce que je veux dire, il y a de l'espoir, mais certainement pas avec des propos pareils. Et notamment, je reviens avec l'histoire de l'Arabie Saoudite, là, il va falloir agir très vite. Ça, je crois que c'est assez clair. En tout cas, c'est assez clair ce que vous avez dit. Je vous propose de passer au coup de cœur de nos chroniqueurs, mais aussi de nos invités. On va d'abord commencer avec les coups de cœur de nos chroniqueurs, avec le coup de cœur de Marcel Sel. Et vous voulez parler médias, Marcel Sel. Oui, je veux parler de Dardar. Alors Dardar, c'est un site internet, dardar.be, qui traduit des articles de la presse choisis, des articles bien choisis de la presse néerlandophone ou flamande en français. Et donc ça vous permet de lire de la presse flamande sans même apprendre le néerlandais. Je plaisante parce que évidemment à Bruxelles c'est mieux de l'apprendre. Et donc voilà, Dardar en ce moment ils font une opération de crowdfunding pour essayer de grandir, parce que pour l'instant ils font tout ça gratuitement et ils ont même un peu de mal à payer les droits de diffusion aux journaux. Et donc voilà, allez explorer, vous allez voir, c'est très bien. C'est effectivement très bien. Alors vous, Yvan, vous voulez revenir sur la marche de dimanche? Oui, mais écoutez, la photo que vous allez voir, la personne que j'ai photographiée là, je pense que c'est vraiment tout un symbole. Vous la voyez, à la fois avec son foulard, à la fois avec son drapeau belge fièrement sur ses épaules. Donc voilà quelqu'un qui ose apparaître à la limite comme une traître à certains de ses voisins, je dirais. Elle a eu une altercation. Donc je dirais on peut être à la fois... Vous avez assisté à une altercation? Oui, enfin à une demande d'explication. Altercation est un mot exagéré. Mais je dirais on peut être donc à la fois... Une altercation avec qui? Avec quelqu'un qui trouvait qu'elle n'avait pas apporté un voile, ou quelqu'un qui trouvait qu'elle ne devait pas porter un drapeau belge? Parce que les deux étant... Mais justement, ce que je voulais... Les deux, en fait. Le coup de cœur, c'est justement ça, c'est qu'on peut à la fois être belge, être bruxelloise, être musulmane et fière de l'être. Et c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle incarne. On est généralement, en fait. C'est pas on peut être ça, on est généralement. Oui, mais là, elle le dit à la fois. Très bien. On va passer au troisième coup de cœur, celui de Nicolas Mézy. Alors, Nicolas, présentez-le nous. Moi, c'est plus de l'évasion dans la fiction, et c'est une nouvelle revue de BD, éditée par les éditions Casterman, Pandora. Si vous aimez la nouvelle en littérature, eh bien, vous aimerez le récit court en BD. Ça sortira 2 fois par an, et il y a de belles signatures. C'est dans les bonnes librairies. Alors, pour les plus anciens, moi, ça m'a peu fait penser au moment où Casterman a sorti À suivre. Sauf ici, il n'y a pas de suite. Exactement. C'est des récits uniques. Voilà. Les nouvelles. Merci Nicolas, c'est intéressant. À vous maintenant, Christophe, vous voulez parler de restaurant. C'est une bonne idée, la gastronomie à Bruxelles. C'est plus exactement le cri du cœur d'une restauratrice du centre-ville, du restaurant Cecilia, qui a prié le bourgmestre de Bruxelles de quitter l'endroit. Elle est dans le piétonnier, elle a expliqué aux journalistes qui l'ont interrogée qu'elle ne se sentait pas de faire la cuisine à quelqu'un qui lui faisait couler son affaire. Et pourquoi c'est un coup de cœur? Parce que tout simplement, et vous savez que je m'attache à la communication politique, il y a quelque temps sur ce même plateau, on parlait des déclarations d'Yvan Mayer sur qui se félicitait de manière quasi unilatérale du piétonnier et des résultats du piétonnier. Et bien là, on a un épisode de communication réelle où en fait il y a la confrontation de cette communication du bourgmestre il y a quelque temps avec la vie quotidienne, la réalité d'une personne qui est en train de s'inquiéter pour son trip. Est-ce que vous êtes déjà fait refuser l'entrée d'un restaurant dans votre commune? Dominique de Fourny, est-ce qu'il y a des gens sur, je sais pas, la chaussée d'Ixelles? Et vous, Bernard Kerfailly, rue de Brabant? Ça ne m'est pas arrivé. Par contre, j'ai refusé d'entrer dans certains restaurants parce que j'ai parfois des rapports de police qui m'indiquent qu'il faudrait les fermer pour diverses raisons et on veille à les fermer. Dans ce sens-là, c'est plus logique. Maintenant, exceptionnellement, je vais vous passer mon coup de cœur. Parce que semaine de deuil, on a dit tout à l'heure, et un des grands deuils, c'est celui de Prince. Alors après Bowie, Prince, on s'inquiète de l'état de santé de Stevie Wonder et de Paul McCartney. C'est quand même tous des grands qui partent comme ça en quelques semaines. Et je crois que ça a surpris pas mal de monde quand c'est arrivé jeudi soir.
parce qu'on n'avait pas tellement de nouvelles de Prince. Et voilà, je voulais un peu vous faire vivre ça, avec notamment tous ces bâtiments illuminés en mauve aux États-Unis. Il devait venir se produire à Bruxelles en début d'année au Cirque Royal. Et sa tournée avait été annulée suite aux attentats de Paris. Voilà. Je croyais qu'il était éternel. Très bien. Je vous propose de passer maintenant au coup de cœur de nos invités. On va commencer par vous, Dominique Dufourny. Vous vouliez parler d'un marché Place du Luxembourg. De quoi s'agit-il ? Eh bien, un nouveau marché depuis mardi, après Châtelain, Flagey, Square du Vieux-Tilleul, XL a l'occasion donc d'avoir un nouveau marché avec une identité bio, des produits artisanaux. Et pourquoi c'est mon coup de cœur ? D'abord, c'est une création, Place du Luxembourg, des très beaux bâtiments comme on vient de voir aussi sur le spot précédent. Et puis surtout un trait d'union entre l'Europe et la commune d'Ixelles. Et puis dans les temps actuels, le vivre ensemble, et comme Bernard le disait, une image plutôt de Bruxelles avec des gens à des terrasses qui se rencontrent, qui discutent et qui sont heureux de vivre. Mais pour moi, c'est ça l'image à marché. Très bien, voilà, on ira faire nos courses à ce marché bio. Et donc, c'est quel jour exactement ? Tous les mardis de midi à 20h30. Voilà. Alors, Bernard Clairfailly, vous, peut-être un conseil à Scarbeck ? Non, j'ai plein d'événements à Scarbeck, des événements de quartier. Je pense qu'ils doivent rester des événements de quartier. Par contre, mon coup de cœur, ce sera pour tous ceux de Bruxelles ou d'ailleurs qui iront sur les terrasses, dans les restaurants et partout à Bruxelles. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. La manif de dimanche était super chouette, mais moi j'aurais rêvé d'une manif assise, où toutes les terrasses, depuis Sainte-Catherine jusqu'au Sablon, sont noires de monde et que chacun rigole avec son voisin, avec son verre de bière ou sa tasse de thé. Et j'aimerais bien, à travers le piétonnier partout, et j'aimerais bien qu'on ait une fois une manifestation assise, et je rêve d'un drone qui pourrait survoler tout Bruxelles avec tout le monde qui lève son verre. Ce serait la meilleure publicité en disant à tout le monde, revenez à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, on s'amuse, on fait la fête. C'est une belle image. Qu'en pensez-vous, Christophe ? Les journées assises après les nuits debout de Paris. C'est bien belge. En tout cas, félicitations, je trouve que c'est une très bonne idée. Surtout, et c'est de la part du bourgmestre de Scarbeck dire il faut faire quelque chose ailleurs dans Bruxelles, c'est quand même une très belle image. Aller à Ixelles, au marché, aller à Scarbeck, au marché, aller partout, parce qu'on est tous solidaires dans cette épreuve. Eh bien, merci à tous, merci aux invités, merci aux experts d'avoir participé à cette émission. On se retrouve évidemment le week-end prochain pour une nouvelle émission des experts. D'ici là, bonne suite sur nos programmes de BX1.